Does Russia intercept, store, or analyze in any way the communications of millions of individuals? Вы бывший агент. You are a former agent. I also was part of the same services, so we can talk as professionals. We have very strict rules and regulations about the use of special equipment and methods by the secret services, including listening into telephone conversations, intercepting internet communications. It requires a court's permission for us to monitor individual citizens. So there is no mass monitoring, and the law would not permit it. Of course, our view is that modern communications are being used by various criminal forces, including terrorists, for their criminal activities. And of course, the secret services are therefore forced in that sphere to use what equipment they have to respond and to fight terrorism. We do that, but on a mass scale, uncontrolled mass scale, of course, we do not permit ourselves to do that. And I very much hope that we will never allow ourselves to do that. And we don't have the money for it like the United States does. Salut à tous et bienvenue pour ce 61e numéro des infos dont on parle peu. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors dans le sommaire de ce numéro, nous allons trouver les infos internationales avec le cas syrien bien évidemment. On parlera également de l'Ukraine, plusieurs informations là-dessus. Dans la partie économie, on parlera de la France bien sûr, avec Alstom qui serait en passe d'être vendu à l'américain General Electric, avec les plans d'austérité en Grèce et au Portugal. Et dans la partie santé-environnement, on parlera bien sûr du nucléaire et on terminera par les OGM. Voilà, attachez vos ceintures, on y va. On attaque la partie internationale avec la Syrie et avec une succession de violences depuis quelques temps. Alors on va démarrer avec cet assassinat de l'équipe de télévision d'Al-Manar. Alors les révolutionnaires syriens ont accusé l'armée de Bachar el-Assad d'avoir attaqué les troupes du Hezbollah qui escortaient une équipe de télévision d'Al-Manar à Maaloula en Syrie le 14 mars dernier. 4 soldats et 3 journalistes ont trouvé la mort lors de cette attaque. Alors l'enquête a finalement révélé que c'était bien les extrémistes révolutionnaires étrangers et syriens qui étaient à l'origine de cette attaque. Alors bon, en ce moment, la propagande veut nous faire croire que Bachar el-Assad est derrière toutes les attaques et toutes les violences en Syrie. Alors sur TF1, journal de 20 h le 24 avril dernier, on n'hésite pas à nous dire que le régime d'Assad pilote le groupe EIIL. Vous savez, c'est l'État islamiste en Irak et au Levant. De la pure propagande. Quand j'avais interviewé Monsieur Balanche sur le cas syrien, souvenez-vous ce qu'il disait à propos des extrémistes. Vous nous dites que les premiers rebelles, c'était des Syriens ou c'était des gens envoyés de l'extérieur, les tout premiers extrémistes? Vous avez beaucoup de Syriens qui sont partis faire le coup de feu en Irak à partir de 2003 contre les Américains, donc qui étaient dans des groupes proches d'Al-Qaïda. Certains sont rentrés en Syrie, ils ont été mis en prison, Zahnan Alouche par exemple, qui était dans la prison de Saïd Naya. D'autres qui étaient évidemment en liberté, dans le nord Irak justement, où les gens proches d'Al-Qaïda prospèrent tranquillement, d'autres sont allés plus loin, dans les fameuses zones tribales pakistanaises, et que lorsque ça a commencé en Syrie, ces gens-là sont revenus. Et vous aviez aussi des djihadistes professionnels qui étaient au Liban, d'autres qui étaient en Libye et qui sont venus par le Liban pour prêter main forte aux Syriens. Et ces extrémistes-là, ils sont poussés, en fait, on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite, le Qatar éventuellement, vous confirmez ça? Est-ce que l'Occident est aussi un petit peu responsable? L'Occident va être indirectement responsable. Indirectement responsable parce qu'on est allié des Saoudiens, on est allié des Qataris et on va fermer les yeux sur les agissements des services saoudiens et qataris. On sait très bien qu'en Libye, au Mali, on avait des armes, de l'argent du Qatar qui allaient à des groupes proches d'AQMI, voire à AQMI directement.
Les Saoudiens, c'est clair, depuis l'affaire de l'Afghanistan des années 80, on sait qu'ils soutiennent les Moudjahidines et puis d'autres groupes islamistes à partir du Pakistan et de l'Afghanistan, et qu'ils s'en servent comme une arme contre les régimes voisins. On continue avec la Syrie et on va parler des chrétiens qui sont crucifiés par les djihadistes. Alors, une religieuse syrienne a dénoncé des crucifixions de chrétiens en Syrie le 18 avril dernier sur Radio Vatican. Sœur Ragida, qui a dirigé l'école du patriarcat gréco-catholique à Damas et qui vit maintenant en France, a raconté que, je cite, « Dans les villes ou villages qui sont occupés par des éléments armés, les djihadistes et tous les groupes musulmans extrémistes proposent aux chrétiens soit la shahada, la profession de foi musulmane, soit la mort. Quelquefois, on demande même une rançon. » Fin de citation. Alors n'oublions pas que c'est à tous ces groupes djihadistes que nous fournissons les armes. Alors pour terminer sur le sujet syrien, on a vu cette semaine le gouvernement français et Hollande en tête faire tout un cinéma par rapport à tous ces Français qui sont partis faire le djihad en Syrie. Alors apparemment, il y aurait plus de 250 Français qui seraient partis en Syrie. Alors le chef d'État a proposé de surveiller les sorties de territoire. Ça, c'est en totale contradiction avec l'Union européenne, puisqu'on a libre circulation sur le territoire européen. Mais bon, n'oublions pas non plus que, en fait, c'est pas en France qu'il faudrait surveiller les sorties de territoire, mais en fait, il faudrait surveiller la plaque tournante de ces djihadistes, qui est bien sûr la Turquie, comme nous l'avait exposé, encore une fois, M. Balanche dans son interview. Regardez. La Turquie soutient l'opposition syrienne, soutient les rebelles syriens. Erdogan soutient notamment beaucoup de djihadistes. Les djihadistes se promènent librement en Turquie, irakiens, tchétchènes, ouzbeks, français, il n'y a absolument aucun problème. Tous les Européens qui se rendent en Syrie pour se rentrer dans les groupes djihadistes passent par la Turquie. Ils ne sont pas du tout inquiétés. De temps en temps, les Turcs arrête un adolescent de 15 ans français pour faire plaisir à François Hollande lorsqu'il vient en visite officielle en Turquie, et c'est à peu près tout ce qu'ils font. Des journalistes ont posé la question à Emmanuel Valls, pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas à nos alliés turcs d'arrêter justement tous ces Français qui vont en Syrie se battre puisqu'ils passent par la Turquie. Il a dit c'est plus compliqué que ça. Plus compliqué que ça parce que voilà, les Turcs laissent faire, appuient les djihadistes. Ça fait partie de leur carte géopolitique. On continue avec les infos internationales, on va parler du Yémen maintenant, et ensuite on parlera de l'Irak. Alors au Yémen, 30 morts dans une attaque de drone. Au moins 30 membres présumés de la nébuleuse terroriste Al-Qaïda ont été abattus dans une attaque de drone menée dans le sud du Yémen, rapportent les médias européens citant les autorités locales. Alors, pose toujours la question, toujours les mêmes, qui a jugé ces gens coupables? Qui a donné les instructions? Où est la résolution de l'ONU donnant droit à attaquer le Yémen? Ça, on attend toujours les réponses, parce que ça constitue une attaque d'un territoire souverain. En Irak, comme je vous le disais, alors là c'est 26 morts dans des attentats dans le centre du pays. 26 personnes ont été tuées et des dizaines blessées lundi dernier dans des attentats dans le centre de l'Irak, notamment 2 attentats suicides contre des points de contrôle des forces de sécurité. Cette nouvelle vague d'attentats survient à moins de 10 jours des premières élections législatives depuis le retrait des troupes américaines à la fin 2011. On passe au Nigeria. Alors au Nigeria, 60 personnes tuées par des islamistes présumés. 60 personnes tuées par des hommes armés lors d'attaques menées dans plusieurs villes du nord-est du Nigeria, selon un responsable local qui a accusé le groupe islamiste Boko Haram. On passe à la Palestine maintenant et des dizaines de milliers de Palestiniens privés d'eau potable. Quelques 55 000 Palestiniens du camp de réfugiés de Choufat et des quartiers voisins de Ras El Kamaï et Ras Shehaded et de Al-Avkaf et de Dayet et Al-Salam à Jérusalem-Est n'ont plus d'eau depuis plus d'1 mois, après que les compagnies des eaux israéliennes GION a coupé l'arrivée d'eau sans avertissement ni explication. Le coordinateur du comité de résistance nationale à la judaïsation, Kader Dibd, souligne que le gouvernement israélien est tenu de fournir l'eau aux résidents du camp en vertu d'un accord signé avec l'UNRWA, mais qu'Israël ne respecte pas ses engagements. La plupart des résidents du camp possèdent une carte d'identité bleue de Jérusalem qui leur permet de résider dans la ville et de bénéficier des services gouvernementaux, notamment des points de santé. Il rappelle que les résidents ont fait parvenir une pétition à la Haute Cour à Jérusalem, laquelle a ordonné à la municipalité de Jérusalem de résoudre la crise dans les 60 jours.
Membre du comité des résidents de Shuafat, Abdul Karim Shlodi précise que les résidents auront recours aux tribunaux internationaux si nécessaire pour exposer leurs souffrances, et il souligne que l'Association pour les droits civils a entamé des poursuites devant les cours israéliennes. Autre information à propos du conflit israélo-palestinien, on a appris qu'Israël avait suspendu les pourparlers d'accord de paix avec les Palestiniens, étant donné qu'en Palestine, apparemment, on a fait un gouvernement d'union nationale entre le Fatah et le Hamas. Voilà, donc ça n'a pas du tout plu aux Israéliens. Résultat, tout est suspendu. On continue et on va parler de l'Algérie maintenant, où Bouteflika a été réélu sans surprise à 81,53% des voix. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a été réélu pour un 4e mandat avec près de 81,53% des voix. Son rival Ali Benfis conteste les résultats et dénonce des fraudes généralisées dans le pays. Le taux de participation a été de 51,7% là-bas. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a vu Bouteflika s'est mal en point dans son fauteuil roulant pour aller voter. Bon, je ne sais pas s'il va pouvoir tenir le pays comme ça. On continue et on va parler maintenant de la Chine où des affrontements ont eu lieu ces derniers jours, affrontements extrêmement violents apparemment. Plus d'1 millier d'habitants de la ville de Maoming, dans le Guangdong, se sont récemment réunis devant la mairie pour réclamer l'abandon du projet d'installation d'une usine de paraxylène dans la proche banlieue de cette ville du sud-ouest de la Provence. La première manifestation remonte au 30 mars, 4 jours plus tard. Le journal hongkongais Oriental Daily News sortait l'information selon laquelle des affrontements avaient fait entre 15 morts et 300 blessés à Maoming. Selon le journal, les policiers ont frappé les passants dans les rues, y compris les enfants qui n'ont pas pu s'échapper. Le gouvernement local a aussitôt démenti l'information, niant qu'il y ait eu des morts et ne confirmant que 2 blessés. Voilà ce que rapporte l'organe de presse du Parti communiste. En revanche, le directeur du bureau de l'éducation du Maoming, lors d'une conférence de presse le 3 avril dernier, n'a pas pu nier le fait que les étudiants avaient été menacés par leurs écoles. Les établissements leur ont demandé de reconnaître par écrit qu'ils étaient conscients qu'en cas de participation aux manifestations, ils pouvaient ne pas obtenir leur diplôme. De même, un journaliste hongkongais du Mingpao a été poursuivi par les autorités jusqu'à sa chambre d'hôtel de Maoming. Il lui a été demandé de signer une confession et de quitter la ville. Voilà, alors c'est avec la Chine que la France veut faire du business. Hein. Vous avez vu quand le président chinois est venu en France, hein, on lui a fait les courbettes, hein, on s'en est mis pour 18 milliards de dollars si je me rappelle bien. On continue et on va parler maintenant du dossier ukrainien comme promis. Alors là, pas mal de choses à dire. On va démarrer avec des combats qui sont déroulés autour de la ville de Sloviansk. Alors c'est dans l'est de l'Ukraine, c'est une bastion des séparatistes pro-russes et dans ces combats, ça a provoqué au moins 5 morts des insurgés selon le gouvernement de Kiev. De son côté, Poutine a déclaré que, je cite, « Si le régime actuel à Kiev a vraiment commencé à utiliser l'armée contre la population dans le pays, c'est un crime très grave contre son propre peuple. C'est une opération de répression qui aura des conséquences pour les gens qui prennent ces décisions, en particulier pour les relations intergouvernementales. » Fin de citation. Alors une source de l'état-major général de l'Ukraine a déclaré à RIA Novosti que l'opération contre Slaviansk a été planifiée par les services de la sécurité du pays, le SBU, et que le ministère de l'Intérieur, Arsen Avakov, n'est pas responsable de l'opération. Les groupes d'assaut composés d'environ 5000 militants d'extrême droite nationalistes seraient pilotés par les services secrets de l'OTAN, qui leur fourniraient des photos aériennes de la région. Voilà. On continue avec l'Ukraine et la CIA qui serait à la manœuvre. Un étage entier de l'immeuble du service de sécurité ukrainien, le SBU, est occupé par les agences de renseignement américains, la CIA. Cet étage est interdit d'entrée aux employés ukrainiens, voilà ce qu'a déclaré un député du Parlement ukrainien et le candidat à la présidentielle d'Ukraine, Oleg Zarev. On reparle du carnage de Maïdan, vous vous en souvenez sûrement, les gentils manifestants ukrainiens qui étaient tirés comme des lapins par les snipers pro-Yanukovych, vous vous rappelez de ça ? Eh bien, un documentaire est sorti, un documentaire allemand qui a été diffusé sur la télévision allemande l'ARD et qui a été traduit en français par les-cris.fr, nous montre que peut-être que des snipers qui étaient censés être du côté des rebelles ont tiré sur ces mêmes rebelles, puisqu'apparemment, si on en croit plusieurs témoins et plusieurs images justement,
on voit bien que ces snipers, ils étaient derrière eux, donc ils venaient du camp des rebelles. Voilà, ça laisse quand même planer plusieurs questions et je vous invite bien évidemment à aller voir ce documentaire que je vous mets en lien. On continue et on va parler de la résolution de l'ONU qui a condamné l'intervention russe en Crimée. Vous vous en souvenez certainement. Eh bien apparemment tout le monde a voté pour cette résolution, tout le monde sauf Israël, puisque Israël apparemment s'est désisté, ou plutôt est parti au moment du vote. L'administration Obama a eu beau rappeler que chaque année Washington verse à Israël 3 milliards de dollars d'aide militaire, alors que Moscou fournit régulièrement des armes aux ennemis de l'État d'Israël et vote aux Nations Unies souvent contre lui, rien n'y a fait. Le général Amos Gilad, responsable du département politique du ministère de la Défense israélien, a enfoncé un peu plus le clou en déclarant, je cite, « La politique israélienne a ses propres intérêts sécuritaires qui ne peuvent pas toujours coïncider avec ceux des États-Unis. » Voilà, donc ça a provoqué une grosse colère de la part de Barack Obama et du département d'État américain. On continue, alors même si l'Ukraine est endettée et au bord de la faillite, on va quand même donner de l'argent pour faire la chasse aux Russes. Alors, la chasse aux Russes, le vice-gouverneur de la région de Dniepropetrovsk, Boris Filatov, a annoncé la semaine dernière qu'en raison d'une aggravation de la situation dans l'est de l'Ukraine, les autorités avaient décidé d'accorder des primes pour les actes contribuant à la lutte contre les séparatistes. Il s'était déjà fait connaître à travers le monde début mars pour sa recette miracle dans les négociations avec les représentants intransigeants du sud-est de l'Ukraine. Je cite, « Il faut faire aux salopards toutes les promesses, donner et garanties et accepter tous leurs compromis et les pendre. Et il faut les pendre. » Voilà ce qu'il a déclaré. Wow. Alors il semble que ce super négociateur expérimenté ait mis en application sa solution pour pacifier le sud-est de l'Ukraine en annonçant l'ouverture officielle de la chasse aux Russes. Voilà. Il a proposé à la population de déposer les armes et de capturer les mercenaires, désignés par le surnom de bonhomme vert, sûrement parce que l'armée russe est en vert la plupart du temps. Alors, pour chaque arme remise, une récompense. 1 000 $ pour un fusil automatique, 1 500 $ pour une mitrailleuse, 2 000 $ pour un lance-roquette, 10 000 $ pour chaque bonhomme vert capturé et 200 000 $ pour chaque bâtiment libéré. Alors, ce point semble intéresser les combattants du mouvement nationaliste Pravi Sector. Ah oui, ça rapporte de l'argent, il va falloir payer les élections présidentielles pour eux. On continue et on va parler maintenant de la Russie maintenant qui, elle aussi, veut prendre des sanctions envers les États-Unis. Le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a ordonné de punir les groupes américains Visa et Mastercard qui ont appliqué en mars des sanctions ciblées de Washington contre les établissements bancaires jugés proches du Kremlin. À la suite de ces sanctions, en vertu desquelles Visa et Mastercard avaient cessé d'assurer leurs services de paiement aux clients de plusieurs banques russes, dont la banque Rosia, contrôlée par un milliardaire réputé proche de Vladimir Poutine, la Russie a annoncé qu'elle allait créer son propre système de paiement électronique. On va parler de la France maintenant, et plusieurs sujets à ce propos. On va commencer par les détenus dans les prisons qui atteignent un nombre record. 68 859 personnes étaient incarcérées au 1er avril, nouveau record du nombre de détenus en France selon les chiffres publiés par la direction de l'administration pénitentiaire. Parmi les personnes incarcérées, le nombre des prévenus en détention provisoire avant jugement s'élève à 17 846, soit 25,9% des détenus, en hausse de 4% par rapport à avril 2013. Les mineurs incarcérés sont au nombre de 778, 1,1% des personnes détenues, en hausse de 4% par rapport au mois précédent. Par ailleurs, 13 765 personnes ont bénéficié d'un aménagement de peine sous écrou, soit 21,9% des personnes écrouées, en hausse de 3,9% sur un an et de 12,1% sur 2 ans. Au 1er mars, la capacité opérationnelle des établissements pénitentiaires était de 57 680 places, précise le communiqué. Voilà. Donc ensuite, après ça, j'aime bien regarder un petit peu quel est le rapport entre cette hausse de prisonniers et puis eh bien, le taux de chômage qui augmente et la précarisation bien évidemment. Alors j'ai été voir sur internet et j'ai trouvé une étude, enfin plusieurs études, mais en tout cas une étude de Thierry Godefroy et de Bernard Lafarge. Alors cette étude elle date un peu, elle date de 1991, sur la relation entre le chômage et l'emprisonnement en France. Voilà. Alors cette étude montre que les périodes de récession sont généralement des périodes de répression. Le volume de la population pénitentiaire notamment varie de façon significative en fonction de l'évolution du chômage, indépendamment du niveau de la délinquance enregistrée. Une augmentation de l'effectif des sans-emploi entraîne une intensification des prises en charge carcérales. Cette relation est vérifiée pour la totalité des périodes prises en compte par les auteurs, 1920-1938 et 1952-1985.
Et pour une troisième, 1872-1913, en prenant l'indice de production non agricole comme indicateur du marché de l'emploi. Cette relation générale est confirmée dans l'étude plus récente d'Hugues-Lagrange, qui montre une corrélation significative et positive entre les variations du chômage et des prix d'une part, et celle des crimes et des délits contre des biens constatés par la police et la gendarmerie sur la période 1972-1998 d'autre part, les liaisons les plus fortes étant obtenues pour les jeunes adultes non diplômés. On continue et on va parler de l'évolution de la politique d'accueil pour les demandeurs d'asile. La demande de protection internationale globale a augmenté de plus de 85% entre 2007 et 2013, en passant de 35 520 demandes en 2007 à 66 251 demandes en 2013. Avec une progression de 8%, l'année 2013 poursuit la tendance amorcée en 2007, dont rien ne semble indiquer un affaiblissement ou un ralentissement, bien au contraire, puisque les seules premières demandes ont progressé de plus de 11%. Les 2 premiers mois de 2014 sont néanmoins en léger reflux, mais il est trop tôt pour en déduire un retournement de tendance. Les demandes en provenance d'Europe et d'Afrique ont représenté entre 65 et 75% de la demande globale entre 2007 et 2012 et représentent 60% de cette demande en 2013. Ainsi, en 2012 comme en 2013, c'est le nombre de demandeurs en provenance du continent européen qui connaît la plus forte progression par rapport à l'année précédente. En 2013, on assiste en outre à une forte progression des demandes d'asile en provenance du Bangladesh et de la Syrie, ces dernières restant cependant comparativement faibles en valeur absolue. Voilà, on parle maintenant du web et le CSA qui voudrait censurer le web de manière à ce que les gens ne puissent pas aller voir tous les sites possibles et imaginables. Le CSA confirme dans son dernier rapport sa volonté d'attribuer un label site de confiance aux sites qui s'engageraient à respecter certaines règles d'autocensure et d'imposer au logiciel de contrôle parental qu'il bloque l'accès aux sites non labellisés. N'oublions pas que la France a été épinglée par Reporters sans frontières à propos de l'article 20 de la loi de programmation militaire qui autorise la surveillance des communications téléphoniques et Internet en temps réel sans intervention d'un juge. Les motifs invoqués sont larges et évasifs et vont de la recherche de renseignements intéressant la sécurité nationale à la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel économique de la France, en passant par la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisée et de la reconstitution ou de maintien de groupes dissous. N'oublions pas non plus que les autorités françaises sont à l'origine de 87% des demandes de suppression de contenu reçues par le réseau social au niveau mondial. On continue de parler du web et on va parler du sommet brésilien, le Net Mundial. Le sommet international Net Mundial s'est déroulé au Brésil les 23 et 24 avril dernier. Il a pour but de remettre en cause la tutelle américaine sur le web après les révélations d'Edward Snowden. Les représentants de 87 pays y côtoient pendant 2 jours, universitaires, instituts techniques, acteurs privés et ONG. Je cite, « Le Brésil veut insister avec force sur un processus de changement de la gouvernance d'Internet ». Voilà ce qu'a dit devant la presse Diogo Santana, le secrétaire général de la présidence du Brésil. Il continue, « Nous avons besoin d'un changement maintenant ». Le Net Mundial s'est donné comme délicate mission de concilier les intérêts de pays victimes de l'espionnage de la NSA, le Brésil, l'Allemagne, le Mexique par exemple, d'États contrôlant accès et contenu Internet, la Chine par exemple, d'acteurs privés soucieux de protéger leur liberté, Google, et de libertaires radicaux, Wikileaks par exemple. Alors dans un projet de résolution soumis aux participants d'environ 80 pays et publié par Wikileaks, les organisateurs indiquent que la gouvernance d'Internet doit être ouverte, participative, multipartite, technologiquement neutre, sensible aux droits de l'homme et fondée sur des principes de transparence et de responsabilité. Bon, on leur souhaite bien évidemment bonne chance dans ce sens-là. Je pense que les Américains ils vont sûrement pas lâcher la surveillance d'Internet. Ça c'est clair, net et précis. On continue avec le Brésil. Alors on est à peu près à 2 mois de la Coupe du Monde de foot et il y a eu des émeutes à Rio de Janeiro. Alors Rio de Janeiro a été le théâtre de nouvelles manifestations mardi dernier. À l'origine de cette violence, la mort d'un danseur d'une favela tué par les forces de l'ordre qui l'ont confondu avec un trafiquant de drogue. Barricade en feu, échange de tirs, jeunes jetant des pierres et des bouteilles en verre sur la police, la scène avait tout de flippant selon Mathieu Pouget, un Français vivant à Rio. Ça ressemblait un peu à des scènes de guerre civile. La police et les bâtiments gouvernementaux étaient pris pour cible par les émeutiers. Et on termine par une brève. Alors on le sait, dans 2 ans, eh bien, c'est nouveau les élections présidentielles aux États-Unis. J'en connais qui ont vraiment hâte d'y être. Hein. Si on regarde un peu du côté israélien, ils ont vraiment hâte de changer parce qu'Obama, ça leur va pas. Bon, en tout cas, d'un côté, ils auront le choix entre Hillary Clinton
Bon. Et de l'autre côté, un nouvel personnage qui s'est déclaré, en la personne de Jeb Bush. Et ouais, le petit frère Bush, lui aussi s'est déclaré apparemment pour se présenter à la présidentielle de 2016. On verra bien ce que ça va nous donner. On attaque la partie économie et on va parler de la société Alstom, la société française Alstom, qui pourrait être achetée par l'américain General Electric. Alors, l'agence Bloomberg a évoqué des discussions du géant General Electric afin de racheter Alstom pour une somme de 13 milliards de dollars. Un fleuron français de l'industrie pourrait donc disparaître, ou au moins subir une modification drastique de son périmètre d'activité. Car, selon nos informations, l'opération ne porterait pas sur l'ensemble du groupe Alstom, mais sur les seules activités liées à l'énergie. Elles comprennent des turbines à gaz, des centrales à charbon, des éoliennes marines et des réseaux de distribution électrique. En tout, ces activités représentent plus de 70% des 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'Alstom. L'opération prendrait la forme d'une cession d'actifs et la branche transport, qui fabrique notamment le TGV, resterait cotée en bourse sous forme d'une société indépendante. Des banquiers évoquent 30 € par action comme juste valorisation pour Alstom dans son ensemble. Au total, le groupe français vaudrait près de 9,3 milliards d'euros, sans compter le montant de sa dette nette de 3,3 milliards d'euros. Alors bon, il faut savoir que Alstom, c'est bien sûr un des fleurons de l'industrie française et mondiale bien sûr, mais c'est aussi 100 000 salariés quand même. Une petite brève à propos de l'affaire Kerviel, puisque Jérôme Kerviel, ancien trader de la Société Générale, dont la condamnation à 3 ans de prison a été confirmée par la Cour de cassation le 19 mars, a annoncé avoir déposé plainte le 22 avril contre son ancien employeur pour subornation de témoins. Voilà, ça pourrait être un tournant dans son affaire. Alors je sais que Jérôme Kerviel a attaqué une marche entre Rome et Paris. Alors je ne sais pas s'il doit passer dans la région lyonnaise, etc. Bon, je lui ai envoyé un email à Jérôme Kerviel, je lui ai envoyé un message Facebook également pour savoir s'il y avait possibilité d'interview. Alors je refais encore une demande, s'il veut bien répondre à mes questions, ça serait super de faire une interview de ce personnage. Voilà. On continue, on va parler des 50 milliards d'économies en France d'ici 2017. Waouh, attachez vos ceintures. Le programme de stabilité a été présenté au Conseil des ministres le 23 avril dernier, puis sera soumis au vote des députés le 30. Ces mesures trouveront leur traduction dans des textes financiers qui seront présentés avant l'été. Voilà ce qu'a dit Manuel Valls. Et il ajoute que ces économies ne doivent pas remettre en cause notre modèle social et nos règles sociales, notamment le SMIC. Voilà. Donc je ne sais pas comment il va faire pour faire 50 milliards d'économies sans toucher notre modèle social. Ces 50 milliards d'économies prévues d'ici 2017 devraient venir pour 18 milliards de l'État et de ses agences, pour 11 milliards des collectivités locales, 21 milliards pour la protection sociale, donc voilà, on va bien sûr toucher au modèle social, 10 milliards d'euros sur les dépenses de l'assurance maladie, 11 milliards sur la gestion du système social. Presque toutes les allocations vont être gelées pendant 1 an, alors qu'elles augmentent normalement chaque année en fonction de l'inflation. Les retraites, les allocations famille et les allocations changement n'augmenteront ainsi qu'au 1er octobre 2015, ce qui devrait dégager 2 milliards d'euros d'économies, voire 4, si les partenaires sociaux s'entendent aussi, comme le Premier ministre l'a réclamé, pour geler les retraites complémentaires. Le RSA, l'allocation spécifique de solidarité, le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé seront ainsi les seules prestations qui seront indexées sur les prix. Mais en revanche, la revalorisation exceptionnelle du RSA décidée dans le cadre du plan pauvreté de janvier 2013, tout comme le complément familial et l'allocation de soutien familial, sont reportés à l'année prochaine. Voilà, attachez bien vos ceintures, ça va secouer comme je vous ai bien dit. On continue, on va parler de la dette des hôpitaux maintenant. Alors pour la Cour des comptes, la dette des hôpitaux n'est pas encore sous contrôle. Dans son rapport, les sages de la rue Cambon dénoncent, je cite, un emballement de la dette hospitalière qui provoque, je cite, des tensions de trésorerie récurrents et des risques très importants pour certains établissements. Fin de citation. Le constat est connu, l'endettement des établissements de santé publique a triplé en 10 ans, frôlant les 30 milliards d'euros fin 2013. Alors c'est pas près d'aller mieux avec les coupes budgétaires qu'il va y avoir. Alors, selon la Cour, cette progression spectaculaire trouve son origine dans une politique de soutien à l'investissement privilégiant le recours à l'endettement. Les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 ont permis aux établissements de moderniser leurs locaux, leurs équipements et leurs systèmes informatiques, parfois de fond en comble. Certains de ces programmes ont coûté beaucoup plus cher que prévu et leur viabilité économique était quelquefois insuffisante. Voilà ce que dénonce le rapport. Les projets ont été insuffisamment contrôlés par l'État et les hôpitaux ont souvent vu trop grand en raison d'une, je cite, vision exagérément optimiste de l'accroissement de leur activité. Voilà.
On continue et on va parler des défaillances dans les entreprises, qui est toujours en augmentation. Les difficultés se concentrent sur les micro-entreprises, 14% de plus de défaillances. À l'inverse, les défaillances des PME de plus de 50 salariés sont au plus bas depuis la crise, moins 28%. Sur les 3 premiers mois de l'année, 7000 entrepreneurs sans salariés ont été contraints de déposer le bilan. La plupart d'entre eux se sont présentés devant le tribunal dans une situation financière à ce point fragile que 80% ont été immédiatement liquidés. Les structures anciennes enregistrent des dégradations les plus sévères sur ce début d'année, pendant que les défaillances d'entreprises de moins de 3 ans reculent de 8%, celles de plus de 5 ans augmentent de 8% aussi. Les sociétés de plus grande taille s'inscrivent sur de meilleures tendances. Les défaillances de PME de plus de 50 salariés n'ont jamais été aussi peu nombreuses, 113, alors qu'avant, au premier trimestre 2009, c'était 189. Si encore 62 800 emplois sont directement menacés par des défaillances d'entreprises ces 3 premiers mois, ils étaient 73 700 sur le premier trimestre 2009. Voilà. Donc on continue de licencier, un peu moins vite, mais on continue quand même. On va parler maintenant des grandes banques européennes, puisque apparemment les agences des grandes banques européennes, un grand nombre d'agences de grandes banques européennes vont fermer. Les principales banques d'Europe ont fermé ou vendu 5300 agences l'an dernier et ce mouvement devrait s'accélérer avec les politiques de réduction des coûts et l'essor de la banque en ligne. Selon le cabinet de conseil Ben & Company, jusqu'à 40% des agences bancaires d'Europe pourraient fermer entre 2013 et 2020. Selon les statistiques de la Banque Centrale Européenne, l'Union Européenne comptait près de 218 000 agences bancaires fin 2012. On passe au Portugal maintenant, avant-dernier versement du FMI. Attention, avant-dernier versement, il va falloir se débrouiller par vous-même les amis. Le Fonds monétaire international a débloqué un nouveau prêt de 851 millions d'euros au Portugal, son avant-dernier avant la fin du plan de sauvetage du pays lancé en mai 2011. Au total, la Troïka, FMI, Commission européenne, Banque centrale européenne, avait ouvert en 2011 une ligne de crédit de 78 milliards d'euros en faveur du Portugal, qui devait en théorie expirer le 17 mai. Voilà, donc maintenant, 78 milliards d'euros, il va falloir rembourser, ça va pas être facile. Hein. La Grèce, elle aussi, touchée de plein fouet par l'austérité, ça on le sait. La Grèce est sur la bonne voie, selon la Troïka quand même. Hein. Une preuve de plus, le gouvernement grec n'a pas fourni de traitement aux patients atteints d'hépatite, ce qui met en péril la santé publique nationale. 8 patients non assurés atteints de l'hépatite B et C risquent de voir leurs états se dégrader fortement, car ils ne peuvent plus se permettre d'acheter leurs médicaments. Voilà ce qu'a dit l'hôpital communautaire d'Elikino en Grèce. On parle du Parlement européen, puisque le Parlement européen sera la seule institution européenne à avoir refusé l'audit de l'organisation Transparency International. Le Parlement européen est la seule institution européenne qui refuse de se faire auditer par l'organisation anticorruption Transparency International. L'été dernier, Transparency International a proposé d'auditer la transparence et l'intégrité de l'Union européenne au travers d'un audit d'une dizaine de ces institutions. L'examen porte sur les règles en place, s'attache à vérifier qu'elles sont respectées et pour ce faire, il nécessite d'interroger les personnes en charge de la mise en pratique de ces règles. Toutes les institutions ont accepté, sauf le Parlement européen. Lorsque l'organisation lui a adressé une demande pour être autorisée à interroger les membres du personnel dans le cadre de cet audit, elle n'a dans un premier temps obtenu aucune réponse. Selon Karl Dolan, le directeur de Transparency International, le courrier adressé en juillet dernier au secrétaire général du Parlement européen, Klaus Welle, a d'abord recueilli des retards et des atermoiements, entrecoupés de longs silences. 7 mois plus tard, cependant, la missive a fini par recevoir une réponse officielle, un non catégorique. La réponse finale est signée de Martin Schulz, le président du Parlement européen. Alors selon Schulz, il n'y a aucune raison de lancer un audit de ce genre parce que, je cite, le Parlement européen est déjà une institution extrêmement transparente dont la plus grande partie de sa documentation est facilement accessible sur son site internet multilingue. Fin de citation. On continue et on va parler des 5 techniques des banques américaines pour continuer à gagner de l'argent sur le dos des Américains moyens. Le site MarketWatch a fait ressortir 5 techniques avec lesquelles les grandes entreprises financières continuent de gagner de l'argent aux dépens de la population la plus défavorisée aux États-Unis. Première technique, frais de carte de crédit. Seconde technique, saisie immobilière. Troisième technique, prêt à la consommation. Quatrième technique, frais de découvert.
Et cinquième technique, faillite personnelle. Alors à ce propos, en 2005, 2 ans avant qu'éclate la crise financière, les banques américaines ont fait pression pour obtenir une révision du code de la faillite personnelle. Les clients qui feraient un dépôt de faillite personnelle ne pourraient plus effacer leur dette et repartir de zéro. Ils seraient obligés de payer au moins une partie de leur dette, y compris celle contractée par carte de crédit. De plus, la loi a fait qu'il soit beaucoup plus facile d'obliger les débiteurs à agir selon le chapitre 13 du code qui exige que les dettes soient plutôt restructurées qu'effacées. Voilà, alors pour le détail, je vous laisse le soin d'aller voir toutes ces techniques et tous ces développements sur le site News 360. On continue, on parle de la Suisse maintenant puisque les Suisses vont bientôt se prononcer pour un SMIC à 3 240 €. Les Suisses voteront le 18 mai prochain sur l'introduction d'un salaire minimum de 3 240 € par mois. La gauche et les syndicats ont lancé l'initiative, mais les opposants à la mesure sont nombreux. On parle du traité transatlantique maintenant, et plus particulièrement de l'accord entre l'Union européenne et le Canada, qui serait dans une phase avancée apparemment. Alors j'ai avec moi Magali Pernin qui tient le site contrelacour.fr. Salut Magali. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire les avancées sur cet accord entre l'Union européenne et le Canada, en tout cas les principaux points? Alors, effectivement, comme tu viens de dire, c'est un accord qui est en voie de finalisation. Il a été signé le 18 octobre dernier par M. Barroso, donc qui nous représente dans le cadre des négociations commerce internationales, le président de la Commission européenne, et qui a été signé par le Premier ministre canadien, M. Harper, donc qui représente le Canada. On est dans un stade avancé parce que ils ont dit en tout cas avoir signé une version presque finalisée de l'accord, et depuis octobre 2013, donc on est en voie de finalisation, et le Parlement européen attend pour sa part que l'accord définitif, on va dire, arrive entre ses mains. Certains tablaient sur une validation avant les élections européennes. Ce sera visiblement pas le cas puisque le traité n'est toujours pas arrivé au Parlement européen. D'autres personnes, parlent plutôt pour une finalisation d'ici la fin de l'année. Si j'ai bien compris, les points qui sont bloquants sur ces négociations-là, c'est les fameux tribunaux d'arbitrage qui posent extrêmement de problèmes dans le cadre des négociations, on va dire, transatlantiques habituelles, celles que l'on désigne souvent comme étant l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis. On voit que la mobilisation s'est accentuée sur la question des tribunaux d'arbitrage. Donc la Commission européenne a mis en place un certain nombre de consultations sur cette question-là. Et visiblement, comme ces mêmes tribunaux d'arbitrage sont inclus dans l'accord avec le Canada, c'est visiblement une question qu'il faut définitivement traiter pour que l'accord avec le Canada puisse être conclu. Voilà pour le calendrier. Voilà pour le calendrier. Est-ce que tu penses que justement c'est voulu? Est-ce que tu penses que c'est voulu que ce fameux traité ne sorte pas avant les européennes, justement parce qu'il y a les européennes, et que ça soit repoussé à plus tard? Alors, je sais pas. Non, je pense qu'il y a vraiment un problème de calendrier, de vraies questions de fond à traiter. Je pense que ça aurait été plus simple pour eux peut-être de le... Je parle en même temps que je réfléchis, mais je pense que ça aurait été plus simple pour eux de le faire passer avant les élections européennes, puisque la mobilisation commence à peine à voir le jour. Et voilà, mais non, je pense que c'est pas une volonté politique, mais une vraie difficulté en termes de fond du dossier qui n'est pas terminé, quoi. Est-ce que tu penses que l'accord entre l'Union européenne et le Canada sera finalement assez proche de l'accord qui est en cours de négociation aussi entre l'Union européenne et les États-Unis, puisque les deux accords doivent s'approcher pour que les deux traités soient grosso modo les mêmes, que les règles soient les mêmes entre l'Union européenne, le Canada, et l'Union européenne et les États-Unis? Alors, si j'ai bien compris, les domaines qui sont concernés, que ce soit dans l'accord avec les États-Unis ou l'accord avec le Canada, sont visiblement les mêmes. C'est un traité qui a vocation à libéraliser à la fois les échanges de biens, les échanges de services et les investissements. Donc on est exactement sur le même cadre de négociation, avec visiblement exactement les mêmes problématiques qui se posent, problématiques sur l'environnement et notamment avec les questions agricoles. On a un petit peu plus de visu sur ce traité avec le Canada, et d'après ce que j'ai pu en lire sur les sites canadiens, on va avoir de plus en plus d'importations, notamment de bœuf canadien et de porc canadien,
ce qui pose problème pour notre agriculture et pour le porc français qui souffre un petit peu aujourd'hui. Par contre, il n'y a pas de bœuf aux hormones, il faut rassurer tout le monde, mais on a du bœuf sans hormones, beaucoup plus de bœuf sans hormones qui va arriver du Canada, et en échange, par contre, on va pouvoir leur exporter beaucoup plus de fromage. Donc voilà pour terminer la question agricole. Et il y a aussi la question de la protection des investissements, qui est une question problématique dans le cadre du traité transatlantique. Je le disais tout à l'heure, la fameuse question des tribunaux d'arbitrage qui est en voie de discussion. Et le dernier point bloquant, c'est la question de la propriété intellectuelle, avec notamment les applications d'origine contrôlée. Et là, pareil, dans l'accord avec le Canada, on voit visiblement le Canada a lâché un petit peu plus de lest sur ce que les États-Unis ont visiblement plus de mal à accepter. Donc il y a un certain nombre de marques, entre guillemets, de produits agricoles européens, notamment français, qui vont être protégés. On pense au Roquefort, etc., dont les Canadiens ne pourront pas ou plus utiliser ces noms-là pour vendre leurs propres produits. Par contre, il y a d'autres produits qui seront toujours pas protégés. Voilà. Bon, après, il faut voir dans le détail, mais en tout cas, effectivement, ce sont les mêmes questions qui apparemment se posent pour les deux traités. Ok, je te remercie Magali pour ces éclaircissements. On va continuer à suivre ton site contrelacour.fr, c'est bien ça, hein, je me trompe pas? C'est ça. D'accord, je te remercie. En tout cas, je voulais juste... Ouais, dis-moi. Oui, bientôt, on devrait sortir. Alors, je sais pas quand est-ce que le journal va sortir, là, ton petit journal, mais on devrait bientôt sortir tout un panel d'interviews d'eurodéputés sur le marché transatlantique, donc ce qui va super bien tomber avec les élections européennes. Donc, tous les auditeurs pourront voir un petit peu ce que pensent les eurodéputés français, qu'ils soient d'extrême gauche à l'extrême droite, sur ces négociations-là. Super, on manquera pas de relayer ça sur l'agence Info Libre. Merci. Ouais, je tenais juste à dire un truc, c'est que je trouvais ça quand même incroyable aujourd'hui. On est en plein dans le sujet du TAFTA et que les gens suivent assez peu les avancées du TAFTA et puis assez peu ce qu'on dit sur le traité transatlantique. Je trouve ça incroyable. Les vidéos font en moyenne 5 à 6 000, peut-être 10 000 vues et je trouve ça assez peu. Je trouve ça complètement incroyable. Il faudra peut-être que les gens se réveillent parce qu'on est à, j'allais dire, moins d'un an de la conclusion de ces traités. Voilà. Je te remercie en tout cas Magali. Merci à toi. À bientôt. Salut. On attaque la partie santé et environnement et on va démarrer par l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. La Commission européenne vient d'adresser une mise en demeure aux autorités françaises. Dans cette lettre, qui conformément à la législation communautaire n'a pas été rendue publique, l'Europe interroge la France sur l'absence de certaines évaluations d'impact environnemental qui doivent notamment faire figurer les effets notables probables sur l'environnement, y compris les effets secondaires et cumulatifs. Une telle évaluation aurait dû être établie au moins avant la publication des arrêtés de décembre qui permettent d'initier les travaux d'aménagement de l'aéroport du Grand Ouest et de desserte routière. Voilà ce qu'a précisé un représentant de la Commission européenne. On va passer maintenant au sujet du nucléaire. Alors plusieurs informations à donner là-dessus. On va démarrer d'abord par la centrale de Fessenheim, puisque la centrale nucléaire de Fessenheim est à l'arrêt depuis le 18 avril dernier au soir, après des incidents rendant inutilisables ces deux réacteurs. Voilà ce qu'ont indiqué EDF et des organisations hostiles à la centrale. Vers 22h40 vendredi dernier, un arrêt automatique du réacteur numéro 2 a été déclenché à la suite de la fermeture intempestive d'une soupape qui règle l'arrivée de la vapeur sur le groupe turbo-alternateur dans la partie non nucléaire de la centrale. Voilà ce qu'a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'EDF à Fessenheim. Alors si c'est pas dans la partie nucléaire, c'est déjà un peu moins grave, mais quand même on peut quand même se poser des questions. On continue, on va parler maintenant de la centrale de Civaux dans la Vienne, puisque un dégagement de fumée a été détecté mercredi dernier matin dans un bâtiment du réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Civaux et maîtrisé sans nécessité d'une évacuation selon la centrale et selon l'autorité de sûreté nucléaire. La centrale fait l'objet d'une, je cite, appréciation contestée de la part de l'ASN, qui a estimé dans une note diffusée mi-avril qu'elle était, je cite, particulièrement en retrait concernant le respect et la mise en œuvre des principes fondamentaux de la sûreté au sein du service de conduite. On continue sur le nucléaire toujours, et on va parler d'un gaz cancérigène qui serait présent dans 31 départements français. Le rapport annuel de l'autorité de sûreté nucléaire pointe particulièrement la concentration trop élevée de radon, un gaz cancérigène, dans 31 départements de l'Hexagone.
Les experts mettent notamment un carton jaune à 3 centrales nucléaires d'EDF, celle de Chinon en Indre-et-Loire, de Civaux dans la Vienne et de Bugey dans l'Ain. Alors, une toute dernière information à propos du nucléaire, vous pouvez aller voir sur le site internet les toutes dernières informations de ce qui se passe au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Vous savez, l'usine de retraitement des déchets nucléaires de WIPP, où il y a eu apparemment des incidents, puisque le toit serait effondré et aurait transpercé des colis qui contenaient ces déchets. Allez voir sur le site internet, plusieurs vidéos à voir, je vous donne le lien bien évidemment. On continue, on va parler des OGM pour terminer cette vidéo, plusieurs informations à vous donner. Alors d'abord, 6 OGM différents ont été détectés dans des semences de maïs certifiées sans OGM, vendues en France en 2013 et 2014 par le semencier espagnol Semillas Phyto. Après avoir fait tester par le laboratoire indépendant Eurofin 3 échantillons aléatoires de semences de maïs d'environ 3 kg commercialisés entre 2013 et 2014, ce laboratoire a détecté des OGM. Les OGM suivants, je vais vous les citer, même si c'est un peu technique. 3 OGM différents ont été détectés dans l'échantillon de maïs Ordino de 2014. Alors, les OGM TC 1507, MIR 604, DAS 59122. 6 OGM différents ont été détectés dans l'échantillon de maïs Ordino de 2013, le fameux MON 810, le MON 863, le NK 603, le TC 1507, le MON 88017 et le DAS 59122. 2 OGM différents ont été détectés dans l'échantillon de maïs Toast de 2013, les OGM TC 1507 et le DAS 59122. Voilà. Alors en ce qui concerne les OGM, je vous fournis une carte que vous pouvez voir là sur l'écran, mais vous pouvez aussi cliquer sur le lien pour aller le voir véritablement et voir si vous êtes oui ou non dans une zone OGM en France, puisque ça c'est officiel et on le trouve sur un site officiel du gouvernement français. Voilà, regardez si vous avez de la chance ou pas. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien sûr tous les gens qui m'envoient des informations tout au long de la semaine. Vous voyez à l'écran apparaître une adresse où vous pouvez continuer à m'envoyer toutes vos informations. Je remercie bien évidemment tous ceux qui nous aident à financer un petit peu l'agence Infolibre. Alors je reçois des emails en nous disant mais comment est-ce que vous arrivez à vous financer, comment vous arrivez à être indépendant, etc. etc. Bon, alors sachez que pour l'instant, tous les gens de l'agence Infolibre ont un travail à l'extérieur. Voilà, donc on est tous pour l'instant indépendants. Les sous qu'on reçoit de la part des donations, on les utilise pour acheter du matériel, on les utilise pour le site internet, on les utilise pour se déplacer éventuellement, on les utilise pour faire des reportages. Voilà, pour l'instant ils sont utilisés comme ça, l'argent est utilisé comme ça. On est indépendant pour le moment. On est en train de mettre en place une structure qui va nous permettre éventuellement de se professionnaliser. Donc dans ce sens, on va refaire un nouveau site internet plus professionnel que vous allez voir apparaître dans quelques temps. On va mettre en place toute une structure, ça prend du temps mais on est en train d'y travailler. C'est pourquoi quelquefois j'ai un peu du mal à faire les vidéos d'un côté, des interviews, aller sur le terrain et en même temps m'occuper un peu de ce qui se passe derrière, donc j'ai du mal à tout faire. C'est pour ça que des fois j'arrive à sauter une semaine sur les infos dont on parle peu, veuillez m'en excuser. Bon voilà, donc dans ce sens là j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Damien qui rejoint l'agence Infolibre. Damien qui est situé à Nantes et qui nous a déjà fait quelques vidéos, donc bienvenue à toi Damien dans l'agence Infolibre. Voilà, et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine on fait tous pause, donc dans 2 semaines, restez bien informés. Une dernière chose, on continue d'accuser l'agence Infolibre d'être pro ceci, d'être pro là, pro EPR, pro FN, pro Soral, pro Dieudonné, pro tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai que quand on fait une vidéo de l'UPR sur l'UPR, on reçoit un message qui nous dit qu'on est les sous-marins de l'UPR. Quand on fait une vidéo sur le FN, on dit qu'on est, je cite, des gros fachos d'extrême droite. Quand on fait une vidéo sur DLR, là on est des fachos de DLR. Enfin voilà, ça devient insupportable. Alors je leur dis encore une fois, nous on n'a pas d'étiquette. L'agence Infolibre est apolitique. On a tous nos sensibilités à l'intérieur du groupe. D'accord ? On n'accepte pas les étiquettes. Que ce soit bien clair. Hein. Voilà. Je voulais faire encore une mise au point parce que c'est lourd. Hein, toutes les semaines, recevoir des messages sans arrêt, ça devient lourdingue. Voilà. Rendez-vous dans 2 semaines donc. D'ici là, restez bien informés. Ciao à tous.